Coucou, alors on se retrouve, nous sommes dimanche, oui dimanche. Ça y est, je perds la notion des jours. Bon, bref. Hier, vous avez vu, j'ai filmé de manière un peu bizarre. J'ai pas monté encore, donc je ne sais pas, mais je pense que ça va être un peu bizarre. Parce que je suis sortie, oui, je suis sortie de ma tanière. Et donc, forcément, j'ai filmé quand j'ai pu. Voilà. Bref, passons à la journée d'aujourd'hui où, malgré tout ce que j'ai à faire, je prends le temps de filmer. Parce que j'ai terminé 3 livres dont j'ai parlé, un dont j'ai parlé hier, il me semble. Donc je vous ai parlé, je crois, hier des chroniques de l'érable et du cerisier. Je sais même plus de ce dont j'ai parlé hier parce que j'étais tellement éclatée que je l'ai fait dans une espèce de semi-conscience. Voilà. Donc je pense que je vous en ai parlé. Je vous ai dit que ce qui était regrettable pour moi comme pour The Riddler, c'était eh bien qu'on met 300 pages avant d'avoir de l'action. Mais je vais pas revenir dessus parce que bon bah voilà, c'est fait. On va quand même lire le 2 parce que du coup la fin du un donne envie de savoir. Donc on va se lire le 2, peut-être pas tout de suite parce que je crois qu'elle a des livres à terminer et que moi aussi en fait. Donc voilà, prochainement nous lirons le 2 dans pas trop longtemps parce qu'on est toutes les deux assez d'accord pour dire que ça serait bien que ça traîne pas trop. Voilà. Hier, j'ai terminé et je vous en ai pas parlé pour le coup. Automne en baie de Somme de Philippe Pélaez et Alexis Chabert. Euh... Bah, j'ai rien à en dire. Franchement, c'est une enquête policière qui se passe en fait finalement principalement à Paris. Le meurtre du début est commis en baie de Somme, mais ça se passe à Paris. Et voilà, pas plus. C'était pas nul, c'était pas excellent, c'était quelconque. Je pense que le problème que j'ai eu avec ce livre, si vous voulez, c'est que l'inspecteur résout l'enquête sans qu'on ait d'indices nous-mêmes. Donc en fait, ou alors c'est parce que je t'ai claqué, hein, c'est possible. Mais en fait, il résout l'enquête parce que lui voit un truc que vous voyez pas et d'un coup tout se résout quoi. Et bon bah voilà, du coup, c'était pas incroyable. Même si, ceci dit, les dessins sont très beaux. J'ai beaucoup aimé les dessins, mais bon voilà, pas plus. Du coup, je vais pas m'étendre dessus. Et enfin, j'ai terminé tout à l'heure, il y a quelques instants, la lecture de Druide d'Olivier Perru. Il était temps, je pense que j'aurais pu la terminer bien avant si je m'étais un petit peu concentrée dessus, mais j'ai eu du mal parce que, eh bien, il y avait Cuchiel, il y avait les chroniques de l'érable et du cerisier. Et donc lui, je pouvais le lire en fait que la journée quand j'étais pas en lecture commune. Et la journée, bah, j'avais pas forcément le temps ou j'étais pas forcément assez concentrée pour le lire. Mais ça reste une très bonne lecture, c'était vraiment intéressant. Je maintiens tout ce que j'ai dit sur le début du livre dont je vous ai parlé les jours précédents. La fin et les révélations sont intéressantes. Il y avait des choses dont je me doutais, des choses dont je me doutais pas. Donc c'est plutôt bien parce que ça veut dire que j'étais pas totalement larguée, mais en même temps que j'avais pas tout deviné, ce qui est plutôt un bon équilibre, je pense. Si je devais déplorer quelque chose dans ce livre, ce serait que chez les druides, donc dans la société druidesque, les femmes et les hommes ont une place égale. Il n'y a pas de différence entre femmes et hommes et ça n'empêche pas finalement le livre de ne suivre que des hommes et que finalement la seule femme qu'on va suivre, on va la suivre parce qu'elle est possédée par l'esprit d'un homme. Donc bon, c'est un peu dommage quand on crée une société égalitaire euh, d'exclure une partie de sa population, je trouve. Je veux dire, si notre druide O'Brien avait eu ne serait-ce qu'une élève, une apprentie, ou je sais plus comment on dit, au lieu de 2 garçons, ça aurait pu être pas mal. En plus, le genre des apprentis druides ne joue en rien sur ce qu'ils font et ce qu'ils vivent. Donc ça aurait très bien pu être des filles ou une fille au moins sur les deux. C'est pas le cas. Il n'y a pas de femmes. Voilà, on en évoque quelques-unes, mais il y en a très peu. Bon, voilà, c'est un peu dommage, je trouve, quand on... Ouais, voilà, c'est dommage. Surtout que on évoque plein de femmes qui sont des druidesses accomplies, qui savent faire la guerre, qui savent manier les armes, qui savent, voilà, manier les esprits, qui sont hyper fortes, mais on les évoque. Elles ne prennent jamais une réelle part ni une réelle importance à l'aventure et la quête. Donc c'est bon, voilà, c'est vraiment un truc que je déplore. Voilà, c'est mais malheureusement,
c'est très souvent le cas dans beaucoup de livres, et plus j'en lis, plus je me rends compte à quel point c'est le cas. Mais je trouve, à mon sens, qu'il est du devoir des auteurs, à l'heure actuelle, des auteurs récents, surtout ceux comme Olivier Perru qui veulent créer une société qui est égalitaire. Enfin, voilà quoi, c'est qui est une super idée de base. Et du coup, c'est un peu de leur devoir d'inclure des femmes dans tout ça et de les inclure réellement, d'en faire des protagonistes importants et de premier plan, et pas juste des protagonistes qu'on évoque comme des badass, mais qu'on ne voit jamais. Parce que du coup, ça n'a pas de sens, enfin, ça a peu d'intérêt, quoi. Bref, mais sinon, si j'enlève ça, c'était une très bonne lecture. Ça s'est lu beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus fluide que ce que j'imaginais. Donc c'était plutôt chouette. Et puis, ouais, je vous dis, le mystère est intéressant. Les différentes sociétés, les différents royaumes sont intéressants. Les mystères sont intéressants. La narration est intéressante. La manière de voir les personnages d'un point de vue, comme je vous avais dit, d'abord avec un peu les préjugés des sociétés et des autres personnages sur eux, puis d'avoir un point de vue qui évolue parce que on apprend à les connaître, c'est aussi hyper intéressant. Voilà, donc bon, ce bémol que je viens d'évoquer fait que ça n'est pas un coup de cœur malheureusement, mais c'était une très bonne lecture. Je vous le recommande si vous aimez les trucs un peu gore, parce que quand même c'est pas, il y a beaucoup de descriptions assez gore. Il faut avoir quand même le cœur un peu accroché, je pense, si vous n'aimez pas du tout les éviscérations et autres détails peu ragoûtants et assez sanglants. C'est peut-être pas adapté, mais sinon c'est plutôt pas mal. Sinon, du coup, je vais reprendre la lecture de L'Enfant de poussière que j'avais commencé sur Nextory. J'ai lu ça, donc il me reste quand même tout ça à lire. Et j'ai attaqué, bon ça je ne l'ai pas encore réattaqué, mais j'ai réattaqué L'homme qui mit fin au temps de Ken Liu, que je ne retrouve plus, je ne sais plus où je l'ai posé. Je m'attendais pas à ce que ça soit un scénario de film, mais je vous en reparlerai plus tard parce que là je dois vous laisser pour le moment. Donc on se retrouve plus tard pour un point lecture et je vais essayer de filmer des plans en dehors, même si c'est pas forcément évident. Mais je vais essayer quand même, histoire d'avoir un truc un petit peu plus, voilà, un peu plus chargé et un peu plus épais que hier. Donc à tout à l'heure. Coucou. Alors on se retrouve encore le soir avec une luminosité plus que moyenne et dans une tenue pas tellement appropriée. Et j'avais pas tellement prévu de filmer en fait. Je viens de terminer L'homme qui mit fin à l'histoire de Ken Liu et c'est difficile de pas faire un point lecture maintenant, très franchement. Donc de quoi ça parle? Ça parle en fait d'un couple, donc d'une femme qui est, je sais pas comment on dit,
américano-japonaise, ou bref, je sais pas. Donc bref, qui est d'origine japonaise, mais né aux États-Unis, ses parents sont japonais. Et ça parle d'un homme qui est, je sais plus s'il est né aux États-Unis, non, je crois pas. Donc il est sino-américain, il est né en Chine, mais sa famille a immigré quand il était petit, je crois. Bref. Donc l'homme est historien et la femme est physicienne quantique, il me semble. En fait, ensemble, ils vont créer un procédé qui permet de revivre des moments du passé. Une seule fois, une seule personne, et enfin, une seule fois par moment vécu, une seule personne. Et pas de possibilité de retour en arrière. Donc une fois qu'on envoie quelqu'un pour un moment précis, une période donnée, après c'est fini quoi. Bref. Et en fait, donc l'homme qui s'appelle Evan, et qui est donc sino-américain, veut parler et faire connaître l'histoire de l'unité 731. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas. C'est en gros un lieu où les Japonais capturaient des Chinois et des Chinoises pour mener sur eux des expériences. En gros, si vous voulez un équivalent, c'est l'Auschwitz, euh, voilà, l'Auschwitz de la Chine, voilà. Et donc, ça se passe entre 1936 et 1945, je crois. Et donc, il y a eu à peu près un demi-million de victimes. Donc, on parle pas de, vous voyez, on parle a priori d'un crime contre l'humanité, hein. Je pense que c'est à peu près comparable à ce qui s'est passé pendant la Shoah, quoi. Bref. Donc ça, c'est des faits historiques. L'homme, donc Evan, avec sa femme Akemi, décide d'utiliser ce procédé qu'ils ont créé pour renvoyer des membres de la famille des victimes de l'époque dans le passé et donc témoigner de ce qu'ils y voient. Voilà, ça c'est en gros l'histoire de base de base. Donc c'est un choix que fait sciemment Evan d'envoyer non pas des historiens, non pas, je sais rien, des historiens dans le passé, mais des gens en fait normaux quoi. Le livre est un petit peu déstabilisant si vous voulez parce qu'il est sous forme à la fois un peu de scénario de film, en même temps de plein de petits témoignages, d'extraits de procès, d'extraits d'interviews. Enfin voilà, c'est un format qui était un petit peu déroutant au début. Et j'ai mis quelques pages, alors il fait 100 pages, hein, mais c'est vrai que j'ai mis quelques pages à rentrer dedans parce que le début me paraissait pas hyper clair. Et en fait, bon, quand même, assez rapidement, quand même, j'ai été prise dans le récit et je l'ai lu d'une traite, assez rapidement. Donc, il y a plein de choses sur lesquelles je voudrais revenir. Cependant, avant de commencer concrètement à en parler, je vous préviens qu'il y a énormément de trigger warning. Je vous les mettrai en barre d'infos si... Voilà, je vous les mettrai en barre d'infos. Et c'est dur à lire, c'est peut-être dur aussi d'en entendre parler. Et voilà, il faut être prêt. Moi, j'avais pas lu le résumé comme d'habitude, donc je savais pas du tout sur quoi j'allais tomber. Je m'attendais pas du tout à ça. C'était une excellente lecture, mais c'est dur, quoi. Bref, donc on y va. Donc déjà, dès le début, enfin dès le début assez rapidement, on voit que Evan a un rapport très particulier à l'histoire et qui est très intéressant. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que pour lui, l'histoire, ce n'est pas le fait de quelques grands hommes comme on l'entend à l'heure actuelle et la plupart du temps, mais c'est plutôt l'évolution naturelle des choses. C'est plutôt un rapport aux gens normaux, plutôt un rapport au monde naturel, donc tout ce qui va être écologie, nature, saison, géologie, climat. Et donc, il a un rapport un peu différent de base à l'histoire que celui qu'on a nous et qu'on nous inculque, puisque concrètement, à l'heure actuelle, l'histoire, en tout cas, peut-être pas quand on est en fac d'histoire, mais quand on est plus jeune, on n'étudie pas l'histoire du commun, ou très peu en fait, c'est un peu anecdotique. On étudie l'histoire de quelques grandes personnalités qui ont fait quelques grandes choses, souvent un prisme qui est clairement défini. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du roman national, renseignez-vous si ça vous intéresse, mais l'histoire est politique. L'histoire enseignée à l'école est politique. Ce qui est dit dans les manuels, la manière dont c'est dit, c'est politique. Ce sont des choix qui sont faits par... voilà, donc c'est pas du tout
objectif. Il n'y a pas de volonté d'être objectif, en tout cas pas tant qu'on n'est pas, je pense, plus ou moins à la fac dans une démarche d'historien et on vous apprend à être objectif, jusqu'à ce que vous soyez dans des études un peu supérieures. L'histoire, elle n'est pas du tout objective. Bref, je m'égare du sujet de base. Donc lui, voilà, il a ce rapport particulier à l'histoire qui est plus basé sur le commun, voilà. Et c'est sa femme qui parle en fait. Lui, on le voit assez peu, ou alors plutôt en extrait, et c'est plutôt sa femme, donc Akemi, qui va parler, et elle explique qu'à un moment donné, ils vont voir un film au cinéma, et en fait ce film parle de l'unité 731, où donc des atrocités ont été commises, et Evan, il réalise qu'il n'en savait rien, et que même s'il est sino-américain, il est avant tout occidental. Il a passé la plus grande partie de sa vie aux États-Unis, en Occident, et il réalise à quel point il ne sait rien de ça, et ça lui fait un peu ouais, ça lui fait un choc. Et en fait, il se rend compte que lui, ce dont il a besoin et ce qu'il veut faire, la démarche qu'il décide d'entreprendre, c'est d'humaniser les victimes en fait. Et ça, c'est un thème très important dans le livre, humaniser les victimes. Et ça va revenir à plusieurs reprises, parce que comme le dit un de ses collègues, je crois, je vous lis ma note, on a une empathie limitée envers la souffrance de masse, page 68 si vous avez le livre. Et c'est très très vrai, le fait qu'il y ait énormément de victimes, le fait qu'on n'ait pas une personnalité à laquelle se raccrocher, mais je pense que c'est en fait un biais du cerveau qui est le cas pour la plupart des gens. Pour le peu que ce soit un peu une époque éloignée, que enfin voilà, c'est difficile d'humaniser toutes ces victimes et c'est difficile même de concevoir, nous qui vivons plus ou moins en temps de paix. Alors attention, on va pas rentrer dans, voilà, dans ce débat-là, mais on va dire nous en tout cas, occidentaux, avec notre confort, qui vivons plus ou moins dans des, voilà, dans, dans un climat, etc., privilégié, c'est hyper difficile d'imaginer en fait, je pense, et c'est difficile du coup d'avoir une réelle et profonde empathie. Enfin, je veux dire, évidemment que, a priori, si vous êtes bien dans votre tête, vous êtes en total désaccord, vous allez trouver ça affreux, etc. Mais ressentir une véritable empathie, c'est difficile parce que pour ressentir de l'empathie, il faut avoir quelqu'un envers qui la ressentir. Enfin, vous voyez, moi, je pense qu'il y a des gens capables de ressentir une empathie universelle, hein, ça, il n'y a pas de doute, mais de manière générale, je pense que c'est difficile de ressentir de l'empathie pour un groupe de personnes indéterminées. Bref. Et donc voilà, lui ce qu'il veut c'est humaniser ses faits et en fait son objectif c'est que le Japon reconnaisse ses crimes et présente à minima des excuses envers la Chine et les familles concernées par ces crimes quoi. Il y a pas mal de thématiques abordées qui sont très intéressantes. Évidemment, le négationnisme, vous imaginez bien que, en fait, quand il commence à faire ses recherches et à parler de tout ça, il y a deux camps. Il y a évidemment ceux qui le soutiennent et qui sont de son côté. Enfin, il y a deux camps, il y en avait peut-être même trois. Ceux qui découvrent et qui n'en savaient rien, et puis ceux évidemment qui sont dans le négationnisme et qui vont trouver soit des excuses, entre guillemets, soit trouver des arguments fallacieux pour rendre ridicule le témoignage des gens. Et en fait, c'est assez étonnant parce que autant le témoignage des familles des victimes que le témoignage des victimes elles-mêmes, je crois qu'il y en a, et le témoignage des bourreaux, parce qu'il y en a, sont décrédibilisés. Même, je veux dire, ceux qui ont avoué ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont vu, sont décrédibilisés parce qu'ils sont vieux, parce qu'on leur aurait lavé le cerveau après la guerre quand ils ont été emprisonnés par les Chinois communistes. Et donc, en fait, quoi qu'il arrive, aucun témoignage dans ce livre n'est valable. Voilà. Et c'est hyper étonnant, en fait. Bref, on parle aussi de devoir de mémoire et à ce sujet, il y a plein de sous-thématiques qui sont abordées qui sont hyper intéressantes. Notamment, je vous cite le passage, la souffrance des victimes relève-t-elle du domaine privé ou participe-t-elle à notre histoire collective? Page 41. Donc, c'est hyper intéressant. Reconnaître ce qui s'est passé, reconnaître les torts, s'excuser, accepter les témoignages, tous les témoignages, entendre la voix des victimes, enfin, et dans quelle mesure la Chine, le pays, lui-même est en accord avec ça et a envie de voir ce que va déterrer Evan en fait. Et c'est hyper intéressant parce que
au début du bouquin, plein de pays soutiennent l'initiative et en fait, à la fin, on dit clairement que tous les pays occidentaux veulent plus parce que tous les pays occidentaux ont des choses à se reprocher, quoi. La France, la Belgique, l'Angleterre, enfin. Et c'est là où entre en jeu la politique et c'est très intéressant bien évidemment parce que il y a des alliances. Donc les États-Unis qui ont un accord avec le Japon ne sont pas non plus trop chauds pour que Evan déterre trop de choses. Et puis les autres pays se disent que en fait ça peut leur tomber dessus aussi et que c'est pas peut-être pas bien quoi. Bref, on va évidemment parler du coup, comme je vous le disais, de la crédibilité d'un témoignage de manière générale. On va parler de la juridiction de faits passés, qui est évidemment un sujet très important et très intéressant aussi, puisque là, on rentre quasiment dans de la rhétorique quand on voit les avocats ou je ne sais quoi, les procureurs, que sais-je, qui parlent de tout ça. À quel point la manière d'employer des mots, comment on les associe, comment on les emploie, change totalement le point de vue qu'on a sur les choses. Et il y a une joute verbale entre deux avocats, je pense, des deux côtés, et on se rend compte à quel point c'est vraiment essentiel et à quel point les mots et le langage modifient totalement notre façon de penser les choses, quoi. C'est impressionnant. On va parler aussi de quête de vérité et comme je vous le disais, on va parler de politique. Voilà, ça c'est tous les grandes thématiques abordées. On va parler d'humain en fait et d'humaniser et d'entendre les personnes concernées. C'est un petit peu la base a priori, mais bon, soit. Pendant un moment, on va alterner entre le témoignage d'une descendante d'une victime qui est retournée par 2 fois dans le passé et le témoignage d'un des bourreaux japonais qui raconte avec force de détail ce qu'il faisait subir aux Chinois et aux Chinoises notamment. Vous imaginez bien ce que peuvent faire subir des hommes qui se sentent tout-puissants à des femmes qui n'ont aucune possibilité de se défendre. J'ai envie de vous citer un passage qui n'est pas trop trash, mais un petit peu quand même, donc je sais pas. Bref, non, je vais pas vous le citer parce que c'est un peu trash quand même, mais en gros, la manière de parler du bourreau est à la fois froide, distante, parfois cruelle, mais pas volontairement cruelle, quoi. C'est pas sa façon de parler qui est cruelle, c'est ce qu'il dit en fait qui est cruel. Et, et il raconte notamment des expériences faites sur des personnes vivantes et non anesthésiées, et que ça servait en gros de distraction aux assistants et aux stagiaires médecins, quoi. Donc voilà, c'est pas facile franchement à lire. C'est pas non plus hyper trash, il n'y a pas 150 passages dans ce goût-là. Et je dois admettre que même si c'est dur à lire, c'est hyper bien mesuré. En fait, c'est vraiment un récit incroyable. Il fait 100 pages. Oui, c'est hyper court, ça se lit hyper vite. Et c'est mesuré, c'est du papier millimétré, quoi. La structure de ce bouquin, c'est du papier millimétré, c'est une partition de musique, c'est incroyable. La manière dont s'enchaînent interviews, témoignages, récits, euh, extraits d'interviews ou extraits de procès, etc. La manière dont les choses sont racontées, la manière dont s'enchaînent précisément certains témoignages avec d'autres, c'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, l'écriture est incroyable. Je... C'est c'est dommage, enfin oui et non, mais c'est un peu dommage, on va dire, que ce soit pas lisible par tous parce que c'est trop dur et trop violent et je l'entends parfaitement. Mais c'est tellement bien écrit que ça fait un sujet de réflexion. Putain, il y a du vent. Un sujet de réflexion à part entière. Il y a une autre réflexion qui est menée qui est très intéressante où en gros je sais plus qui dit en gros la guerre c'est une période anormale et donc les règles normales sont suspendues. Et ça aussi, encore une fois, c'est une réflexion typique qui justifie les écarts des personnes, des bourreaux, en fait, des dominants. Et c'est très vite démonté, enfin très vite non, mais c'est démonté de manière hyper intelligente par Akemi, donc la femme d'Evan, qui dit justement en fait c'est facile d'être quelqu'un de bien quand tout va bien. Est-ce que c'est pas plutôt quand tout va mal qu'on montre le vrai nous? Enfin voilà. Et en fait tous les arguments sont démontés de manière plus ou moins détournée, plus ou moins ouverte, mais c'est vraiment très intéressant.
Et à la fin, je vous dirai pas précisément, je vais pas vous spoiler, mais on a une petite surprise entre guillemets, enfin surprise. Moi j'ai été surprise, mais peut-être que d'autres le sauront pas du tout. On a une espèce de petite révélation qui est hyper intéressante et qui montre en fait que même les bourreaux et les personnes voilà, cruelles, détestables, affreuses, eh bien en fait avaient une vie. Et peut-être qu'au sein de leur cercle familial, amical, etc., bah, n'étaient pas de mauvaises personnes, au contraire, et même de personnes très douces, très aimantes. Et c'est aussi important de rappeler, et c'est ce qui est fait dans le livre, hein, que les humains qui ont perpétré des atrocités pareilles ne sont pas des monstres. Les monstres, ça n'existe pas. Ce sont des humains, de mauvaises personnes qui font de mauvaises choses ou qui prennent de mauvaises décisions à un moment donné, etc. Mais ce ne sont pas des monstres. Ou alors nous en sommes tous. Mais on ne peut pas déresponsabiliser l'humanité et les humains qui commettent des atrocités en disant que ce sont des monstres. C'est trop facile, c'est presque les excuser. Ce sont des humains qui font de mauvais choix et voilà. Bref, j'ai parlé beaucoup là, je sais pas ce que ça va donner au montage, mais c'est vraiment, vraiment. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un aussi long point et où j'avais pas pris autant de notes. J'ai pris 2 pages de notes là. Parce que vraiment, c'était une lecture incroyable, intense, dure, à la fois très dure, très cruelle, mais magnifique. C'est tellement bien écrit, mais moi je suis. C'est c'est pensé hyper intelligemment, c'est hyper bien écrit. Alors c'est de la traduction, hein, je ne l'ai pas lu en américain, en anglais, mais juste la structure, enfin je veux dire, même en traduction, la structure en elle-même n'a pas été modifiée et la manière dont s'enchaînent les témoignages, etc., n'ont pas été modifiés. Donc voilà, genre, enfin je veux dire, Ken Liu, c'est un génie, moi je ne connaissais pas du tout et je vais me pencher. De toute façon, j'avais très envie de me pencher sur la SFFF asiatique, notamment chinoise, et je crois que bah, là, ça exacerbe mon envie, clairement. Je suis contente de l'avoir emprunté un peu par hasard, je suis contente de l'avoir lu et voilà, je vais lire d'autres Ken Liu très clairement et m'y intéresser parce que cet homme est un génie tout simplement. Bref, voilà, donc aujourd'hui je n'ai lu... Non, j'ai pas lu que ça, du coup j'ai fini Druide ce matin, non? Oui? Je sais plus. Si, oui. Je sais plus à force. Donc j'ai fini Druide et j'ai lu cette petite novella d'une centaine de pages, très courte et très rapide. Voilà. Donc là, il est assez tard, mais j'ai assez envie de lire un graphique et peut-être un manga d'ailleurs. Donc avant de me coucher, il faut vraiment vraiment que je fasse l'effort d'essayer d'épurer ma pâle bibliothèque, enfin médiathèque, parce que j'en ai en fait plein à rendre dans pas longtemps a priori et que j'ai pas envie de prolonger 15 livres. Prolonger un ou deux livres, bon soit, mais en prolonger 10, ça m'embête. Donc je vais essayer de... Bon déjà j'en ai lu quelques-uns, je vais en ramener quelques-uns et je vais essayer aussi de finir tous les graphiques que j'ai et de les ramener. Voilà, il ne me reste que des mangas je crois. Bref, donc sur ce, je vais vous laisser parce que j'ai beaucoup parlé et que, encore une fois, je ne sais pas du tout ce que ça va donner cette histoire, mais soit. Donc je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye!